Bonjour. Dans cette troisième et dernière vidéo consacrée aux utilisations du capteur capacitif TTP223, on va voir la commande d'un module DF Player Mini pour faire klaxonner les trains à l'approche d'un pont. Et on verra aussi dans une deuxième partie les problèmes générés par le DCC sur les TTP et les différentes parades pour s'en sortir. Donc si cette première partie ne vous intéresse pas, vous pouvez la sauter grâce au chapitrage. Alors on va commencer par voir comment piloter un DF Player avec des capteurs capacitifs via un Arduino Nano. Le coût total de ce montage est inférieur à 4 euros. Évidemment, ce n'est qu'un exemple, et toute sonorisation déclenchée par le passage d'un train est envisageable. Dans le cahier des charges, on veut que les sons ne soient pas toujours les mêmes et que les trains klaxonnent en venant des deux côtés du pont. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà installé. J'avais fait d'ailleurs une vidéo plus complète sur le DF Player qui ne coûte qu'environ 1 euro et qui permet de faire plein de choses, comme des annonces en gare dont j'avais montré des exemples dans cette ancienne vidéo. Dans ma première version, le DF Player était commandé tout simplement par deux ILS avec des aimants collés sous les locaux. Tout marchait très bien jusqu'à ce que les rames munies d'attelage magnétique se multiplient et posent des problèmes en faisant bégayer le DF Player à chaque passage d'un attelage au-dessus d'un ILS. Une solution électronique était possible, mais au prix d'un circuit un peu complexe, si bien que la solution Arduino s'est imposée par sa facilité de mise en œuvre et sa simplicité. En effet, le pilotage du DF Player faisant appel à une liaison série, le câblage est des plus simples. Alors on va regarder justement le schéma de câblage, qui est vraiment très simple puisqu'il s'agit simplement d'une liaison broche à broche avec une seule résistance. Donc le DF Player va communiquer avec l'Arduino par une liaison série, et on relie les broches RX et TX du DF Player aux broches D12 et D11 de l'Arduino. Il faut ajouter une résistance de 1 kΩ sur la ligne RX, car le DF Player fonctionne en 3,3 V sur ces lignes de données, alors que l'Arduino va envoyer un signal en 5 volts sur cette broche. La liaison de la broche TX est directe, car dans ce cas, la broche de l'Arduino n'envoie rien et reçoit le signal venant du DF Player. L'alimentation 5 volts régulée arrive sur la broche 5 volts et le GND, la masse, de l'Arduino. Et le DF Player est aussi branché sur ces deux broches. Un haut-parleur de 4 à 8 ohms et de quelques watts seulement est aussi branché. Ceux que j'utilise proviennent d'anciens PC et suffisent largement. On en trouve aussi à 1 euro sur AliExpress. Les deux TTP ont leur sortie I/O connectée aux broches D2 et D3 de l'Arduino et sont aussi branchés sur le 5 volts. Enfin, j'ai aussi ajouté deux boutons poussoirs de réglage du volume, le volume étant sauvegardé en EEPROM. Alors on peut aussi ne pas les mettre, ça n'a aucune incidence avec le code qui fonctionnera pareil que ces boutons existent ou pas. Alors il est aussi possible de continuer à utiliser des ILS à la place des TTP223. Un côté de l'ILS est connecté à la masse du 5 volts et l'autre côté à la broche D2 ou D3 de l'Arduino qui est tirée à l'état haut par le pull-up, et dans les deux cas, on aura une commutation avec un état bas, si bien que le code est le même avec les TTP et avec les ILS. Et comme l'Arduino bloque toute détection pendant 5 secondes, avec les instructions DILES1000, le problème des attelages magnétiques est ainsi réglé. Je passe rapidement sur la représentation du montage qui est dans un fichier zip en lien dans la description de la vidéo avec le code et la documentation si vous voulez vous lancer dans le montage. On voit ce que ça donne sur une plaque de Vero Board où l'Arduino et le DF Player sont montés sur des supports à broches, ce qui permet de les retirer facilement pour téléverser le code dans l'Arduino par exemple. Les TTP ou les ILS arrivent sur un connecteur Tulip avec le plus, le moins et le signal logique au milieu. Alors j'ai fait aussi un support en impression 3D qui permet de fixer la platine facilement sur le réseau. Les deux TTP sont fixés au rail avec les petits clips eux aussi en impression 3D. Les fils d'alimentation du plus 5 volts et de la masse des TTP ne sont pas connectés forcément sur la platine et ils seront branchés sur le feeder 5 volts au plus près.
On regarde rapidement le code. Les branchements sont rappelés dans l'entête avec un capteur sur la broche D2 et l'autre sur la broche D3. Les boutons de réglage du volume sont connectés à D4 et D5 avec classiquement la commutation par la masse. Et donc ces broches devront être tirées à l'état haut, au repos, par des inputs pull-up. Le DF Player est connecté à D12 et D11 et on voit que les lignes sont croisées. Le TX de l'émission du player va au RX, la réception, de l'Arduino, et inversement pour l'autre liaison. Alors j'avais au départ configuré les TTP pour envoyer un état haut en détection, donc en configuration d'origine, mais face à des problèmes d'interférence avec le DCC, je les ai configurés pour sortir un état bas lorsqu'ils sont activés. Alors on reparlera de ça dans la deuxième partie de la vidéo qui est consacrée aux problèmes d'interférence du DCC sur les TTP. Donc il faudra chanter les plots A des TTP et enlever la LED rouge qui sinon sera toujours allumée. Pour les bibliothèques, on aura besoin de Software Serial qui gère la liaison série, de EEPROM qui gère l'accès à l'EEPROM et de DFRobot DF Player Mini qui est la bibliothèque officielle du fabricant. Alors attention à bien utiliser cette bibliothèque et pas une autre, car j'ai vu des vidéos qui utilisent une autre bibliothèque, obligeant à faire une mise à jour du firmware du DF Player, alors qu'avec cette bibliothèque officielle, tout marche du premier coup sans rien faire d'autre. On notera la différence de syntaxe pour eprom.h qui est entre deux chevrons, car c'est une bibliothèque standard de l'Arduino et le compilateur va la chercher dans les répertoires système ou dans le dossier bibliothèque de l'IDE Arduino. Par contre, les deux autres ayant été installées, elles sont entre guillemets pour indiquer au compilateur de les chercher d'abord dans le répertoire local du projet, puis dans les autres répertoires si elles ne sont pas trouvées. Mais en fait, l'IDE Arduino est assez permissive et les deux syntaxes fonctionnent indifféremment. Mais il vaut mieux quand même respecter cette convention. J'ai mis aussi un PDF en lien dans la description de la vidéo qui détaille l'ensemble des fonctions proposées par cette bibliothèque qui permet de faire plein de choses avec ce petit module. Alors on passe sur la définition des broches. Ici, adresse volume, c'est l'adresse où on va écrire la valeur du volume en EEPROM. Alors c'est 0 pour écrire au tout début de cette mémoire. Et on déclare une constante car on aura besoin de l'indiquer quand on voudra lire ou écrire. Alors, un truc à ne jamais oublier, il ne faut jamais mettre de valeur en dur dans le code. Par exemple ici, on aurait pu vouloir faire l'économie de cette constante et se dire qu'on mettra directement 0 dans l'adresse pour les fonctions de lecture et d'écriture en EEPROM. Mais dans ce cas, comme c'est 0, le compilateur va mettre la valeur 0 dans un entier sur un seul octet, alors que la fonction attend un entier sur 2 octets. Alors parfois ça peut marcher, et parfois ça ne marchera pas, entraînant la lecture ou l'écriture à un autre endroit et la récupération d'une valeur fausse. Donc toujours passer par des variables ou des constantes et du type qu'attend la fonction pour que le passage se fasse sur le nombre d'octets attendu. Là, on a l'instanciation des deux objets qu'on va utiliser, MySoftwareSerial avec les broches RX et TX, et MyDFPlayer qui ne demande pas d'argument. Le volume par défaut est réglé à 22 au démarrage, sur une échelle qui va de 0 à 30. Notez que pour les pins suivants et pins précédents qui sont reliés au TTP, on a aussi besoin d'un input pull-up car on va envoyer un état bas pour déclencher le son. Et donc il faut qu'au repos, la broche soit tirée à l'état haut pour que la commande soit franche. On démarre la liaison série et le moniteur série à 9600 baux et on initialise le DF Player avec la liaison série. On teste si la valeur de retour est bien égale à true. Sinon, c'est que le DF Player ne s'est pas initialisé. Et soit il y a un problème de connexion, comme RX et TX inversé, soit il n'y a pas de carte SD. Dans ce cas, on va bloquer le programme dans une boucle while infinie, avec une condition qui sera toujours vraie, puisqu'on a mis la valeur true. Les serial print servent surtout au débogage si quelque chose ne fonctionnait pas, et vous remarquerez le F qui indique de forcer le stockage des chaînes de caractères dans la mémoire flash et non pas dans la RAM qui ne fait que 2 kilooctets,
comme c'est le cas par défaut pour toutes les variables. Alors pour comprendre son utilité, il faut savoir que l'Arduino Nano possède deux types de mémoire. La mémoire flash de 32 kilooctets, qui est en quelque sorte le disque dur, c'est là que le code est enregistré. Elle est assez grande et ne s'efface pas quand on éteint l'Arduino. Et la mémoire RAM, SRAM, qui fait seulement 2 kilooctets. C'est la mémoire de travail, elle est minuscule, et c'est là que l'Arduino stocke ses variables qui changent tout le temps. Au démarrage de l'Arduino, le processeur prend cette phrase textuelle dans la mémoire flash et la copie intégralement en mémoire RAM pour pouvoir l'afficher. Le problème, c'est que le texte consomme énormément de place. Donc si vous écrivez des dizaines de messages de débug sur le moniteur série, vous allez saturer les 2 kilooctets de RAM très rapidement, ce qui fait bugger ou redémarrer l'Arduino de manière inexplicable. Donc en entourant le texte de F avec les deux parenthèses, on dit à l'Arduino « laisse ce texte dans la mémoire flash et lis-le directement depuis là-bas pour l'envoyer au moniteur série ». Donc cette façon de faire est une bonne habitude à prendre. Là, on va lire la valeur du volume écrite en EPROM. Alors à la première utilisation, il n'y a théoriquement rien à l'adresse indiquée, ce qui renverra 0. Mais il peut aussi y avoir une valeur quelconque. Et donc si la valeur lue est inférieure à 1 ou supérieure à 30, on la met à 22. Et donc ce que je vous disais plus haut, c'est qu'ici, on aurait pu être tenté de mettre EPROMGET 0 à la place de adresse volume, volume courant. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Jamais de valeur en dur dans le code, toujours des variables ou des constantes et du type attendu par la fonction, sinon ça fera des comportements imprévisibles et très difficiles à débugger. Ensuite, dans le loop, on va tester successivement s'il y a eu un déclenchement d'une des deux broches et agir en conséquence en envoyant la commande piste suivante ou piste précédente selon que le capteur aura été activé. Ça permet de varier les sons. Alors oui, j'ai oublié de parler des sons. Le DF Player peut lire des sons au format WAV ou au format MP3. Ils doivent être placés dans la racine d'une carte mini SD. Alors dans la documentation et un peu partout, on voit qu'il faut les nommer 001 MP3, 002 MP3, etc. Mais en pratique, on s'aperçoit que le nom n'a aucune importance et qu'il n'est même pas lu par le player. Les sons sont lus uniquement selon leur ordre d'enregistrement sur la carte. Donc le son numéro 1 sera celui qui aura été enregistré le premier, le numéro 2 le deuxième et ainsi de suite. Et ce, même si son nom est 999.mp3. D'ailleurs, vous pouvez mettre n'importe quoi comme nom du moment que vous n'utilisez que les 128 premiers caractères de la table ASCII, c'est-à-dire sans accent, et que les noms de fichiers ne dépassent pas 8 lettres et 3 lettres pour l'extension. Donc c'est exactement comme pour les systèmes d'exploitation des années 70-80 de la préhistoire informatique. On laisse un delay 5000 de 5 secondes pour que les wagons d'un convoi aient le temps de passer sans déclencher le TTP ou l'ILS à chaque fois. Cette valeur sera adaptée selon la vitesse moyenne et la longueur de vos convois. Pour la gestion du volume, on teste si le bouton Volume Plus a été appuyé, donc si sa broche est passée à l'état bas. Si oui, on augmente le volume courant de 2 en vérifiant qu'il ne dépasse pas 30. On le sauvegarde dans les proms et on l'envoie au player avec la commande MyPlayerVolume. On a un petit délai pour éviter les rebonds du bouton et on a la même chose avec le bouton Volume moins. On baisse de 2 en 2 en empêchant le volume de descendre en dessous de 1 pour qu'il ne soit jamais totalement coupé. Et on sauvegarde aussi en EPROM pour que le volume réglé soit conservé par l'Arduino quand il est éteint. Si on retire les messages envoyés au moniteur série, on se retrouve avec une poignée de lignes. Tout ça est comme d'habitude en lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Alors il faut quand même être réaliste, et si vous n'utilisez pas d'attelage magnétique, le système avec des ILS qui avait été décrit dans l'ancienne vidéo du DF Player est plus simple et sera préférable. Toujours la bonne vieille devise de ne pas s'embêter au-delà du raisonnable. Parce que justement, ces TTP 223 sont peut-être pratiques,
et faciles à poser sur les voies. Néanmoins, ils ont le gros inconvénient d'être très sensibles aux perturbations extérieures et en particulier aux champs électromagnétiques engendrés par le DCC. Et comme ils sont fixés entre deux rails qui jouent le rôle d'antenne, ils vont être soumis à rude épreuve. Donc on va voir dans cette deuxième partie de la vidéo comment essayer de s'en sortir quand même. Le DCC est un signal carré pseudo-alternatif à haute énergie et qui génère un rayonnement électromagnétique important. Étant donné que les capteurs TTP223 fonctionnent en mesurant des micro-variations de capacité à une fréquence d'oscillation interne, le signal DCC de 8 kHz agit comme un énorme perturbateur. Et j'ai été confronté à des problèmes de déclenchement intempestif, aussi bien sur les TTP utilisés ici que sur ceux des tachymètres de la vidéo précédente. Alors on pourrait penser mettre un condensateur sur le plot dédié du TTP pour diminuer la sensibilité du capteur. En fait, ça ne sert presque à rien, car la perturbation vient de l'oscillateur interne du TTP et pas du capteur. Donc on va juste les rendre sourds au déclenchement du passage, ce qui ne va pas du tout. On pourrait essayer aussi de blinder la face côté composant avec du cuivre autocollant posé sur du scotch d'électricien pour ne pas faire de court-circuit. Mais là non plus, ce n'est pas assez efficace. Je me suis dit aussi que le problème pouvait venir d'un phénomène d'induction qui créait un courant parasite dans le fil de la broche I/O, et j'ai donc modifié les TTP et le code pour que les TTP soient à l'état haut au repos et passent à l'état bas lorsqu'ils sont déclenchés. Effectivement, ça a réglé une bonne partie des problèmes, mais pas tout. Donc la dernière solution, c'est de mettre un condensateur de 100 nanofarad sur les broches d'alimentation du TTP, comme on le voit sur cette photo. Alors il faut faire attention à ce que les pads du condensateur ne viennent pas toucher les pads A et B, sinon il y aura un court-circuit. Le condensateur doit être placé au plus près de la distribution d'alimentation. Cette solution est très efficace et supprime 90% des problèmes. Mais elle oblige à encocher une ou deux traverses pour faire la place au condensateur et à l'épaisseur supplémentaire au niveau des soudures. Si ce n'est pas suffisant, on peut ajouter un deuxième condensateur, cette fois électrochimique, de 10 microfarad en 25 volts sur les fils d'alimentation du 5 volts, lui aussi au plus près du TTP. Les condensateurs électrochimiques n'ont pas le même comportement aux hautes fréquences et sont complémentaires avec les condensateurs céramiques, donc ça ne fait pas double emploi. Un autre problème auquel j'ai été confronté est causé par la longueur des câbles de liaison entre les TTP et l'Arduino. En effet, sur le TTP le plus éloigné, j'ai plus de 3 mètres de fil qui cheminent sous le réseau, au milieu d'autres fils, et j'ai fini par remplacer le fil simple par un fil blindé pour finir d'éliminer le reste des problèmes. Le blindage du fil pouvant aussi être mis à la masse, mais chez moi je n'en ai pas eu besoin. Alors sur le site d'un fabricant de contacts capacitifs qui utilise la puce 223B, j'ai trouvé plein d'informations pratiques, dont une qui dit de ne pas dépasser 150 mm sur la liaison I/O du TTP. Donc moi avec mes 3 mètres et quelques et un fil qui passe en milieu perturbé, j'avais tout faux et ça ne pouvait pas fonctionner. A noter que le fil de l'autre TTP qui ne fait que 80 cm ne m'a posé aucun problème et est resté en non blindé. Et enfin, si ça ne suffit toujours pas, ça peut aussi être le signe que votre DCC est particulièrement parasité, et je vous conseille très fortement d'ajouter des snubbers en terminaison du ou des feeders. Alors il y a une vidéo qui explique tout ça en détail, le lien est aussi dans la description de la vidéo. Donc, alors que tout semblait parfait, j'ai eu un déclenchement intempestif en manœuvrant un train sur les voies de l'ascenseur. C'était le Capitole avec sa loco Lima et son moteur annulaire, sur lequel je crois bien qu'il n'y a pas de condensateur d'antiparasitage. Mais ça ne tient pas, car les parasites du moteur sont étouffés dans le décodeur. C'est lui qui souffre de ne pas avoir de condensateur, mais rien ne peut repartir vers la voie. Et c'est lorsque j'ai voulu redescendre la rame Budjouef qui m'avait servi aux essais du klaxon du pont, et que ça s'est mis à klaxonner sitôt le premier bogie
arrivé sur le début de la voie de l'ascenseur, que j'ai eu la révélation. Eureka, c'est la seule voie du réseau qui n'a pas de snubber. Et sitôt un snubber monté, ça a été le silence total. Ces snubbers permettent aussi de supprimer les surtensions susceptibles de se produire et qui sont responsables de la destruction inexpliquée de décodeurs un peu fragiles. Donc c'est vraiment quelque chose à poser, d'autant que ça ne coûte que quelques centimes à fabriquer. Et si vous n'avez pas vu la vidéo qui leur est consacrée, je vous invite fortement à le faire et surtout à en poser sur votre réseau. Comme je le dis souvent, il ne faut pas snobber le snubber. Donc on voit que ces TTP, s'ils sont intéressants par leur facilité de pose, amènent aussi d'autres problèmes qui ne sautaient pas aux yeux immédiatement. C'est pourquoi on ne peut pas les utiliser pour des détections qui impactent la sécurité de la circulation des trains, et que pour cela, rien ne vaut la détection par consommation de courant, qui est fiable à 100%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On va en rester là pour les utilisations des TTP 223. Alors on pourrait aussi s'en servir pour commander un passage à niveau, mais comme je n'en ai pas sur mon réseau et que je n'ai pas d'endroit pour en mettre un, je ne ferai certainement rien à ce sujet. N'hésitez pas à questionner sur les points obscurs et aussi à signaler des bêtises que j'aurais pu dire, car malheureusement ça m'arrive aussi parfois. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!